Bonjour, bienvenue pour cette conférence du 7-6 2024. Merci pour votre présence et merci à nos intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants. Ce sujet est un sujet important dans cet environnement aujourd'hui assez hybride entre le cloud, le hardware. On va essayer de réconcilier les gens, réconcilier les deux. Et donc on a voulu faire un focus sur l'évolution des mélangeurs vidéo broadcast. On s'est vraiment orienté sur la partie broadcast. C'est vrai que les architectures des mélangeurs vidéo ont évolué depuis de nombreuses années. C'était l'électronique dédiée, donc quelque chose de plutôt figé en capacité et en performance. Et puis ils ont muté vers des architectures plus orientées PC avec de nouvelles fonctions, de l'habillage, du stockage, de la conversion, et avec des interfaces SDI ou IP. Et puis avec la vidéo sur IP, le ST2110, le NDI, le SRT, on a eu de nouvelles ressources disponibles, non plus en local, mais dans le cloud. Et la partie traitement, aujourd'hui, pourrait être délocalisée et devient modulaire et va associer des ressources hardware et software. On va pouvoir faire varier le nombre d'entrées, les capacités, selon les besoins de la production. Donc c'est un peu un mélangeur à la carte, sans jeu de mots. Pour nous en parler, je pense qu'on a fait un panel assez large avec aujourd'hui l'essentiel de ces constructeurs. Donc je vais les présenter rapidement. À l'extrême, nous avons Michael Kass, qui est Sony Nevian Senior Solution Architect Media Entertainment. À ses côtés, nous avons Benoît Roussel, qui est directeur régional Europe du Sud, Afrique, Moyen-Orient, Asie. Il n'y a que les États-Unis en fait que tu couvres pas. Chez Ross. À ses côtés, nous avons Carlos Ferreira, qui est directeur Sud et Europe centrale chez Grasse Valley. Nous avons à ses côtés Christophe Almeras, qui est Business Development Manager sur la partie Keros, donc les mélangeurs Keros chez Panasonic. Et enfin, Michel De Wolf, qui est le fondateur et le CEO de Net OnLive. Peut-être une première question pour Benoît, puisque je vois que tu arbores fièrement un pins 50 ans, donc c'est les 50 ans de Ross. Et c'est vrai que Ross a été un des pionniers dans la partie des switchers et des mélangeurs. Je dirais là, en quelques secondes, comment toi tu définirais, présenterais l'évolution de l'architecture de ces mélangeurs au fil du temps? Oui, alors effectivement, le PIN c'est 50 ans et depuis 50 ans, Ross fait des mélangeurs de production. Donc il y a une énorme connaissance des mélangeurs chez nous. On est passé par énormément aussi de types de mélangeurs. On a commencé vraiment il y a 50 ans avec des mélangeurs, il n'y avait pas de T-Bar, il n'y avait pas de Mediastor, il n'y avait rien du tout vraiment dessus, c'était très très simple. Et au fur et à mesure des innovations, Ross a évolué aussi avec le marché pour pouvoir amener de plus en plus de fonctionnalités dans les mélangeurs. Donc l'innovation a toujours été quelque chose d'important. Il y a aussi une limite, on trouve chez Ross, de tout mettre dans un seul produit. C'est que la problématique, c'est qu'un seul produit n'est pas bon pour tout. Donc la gamme est assez large chez Ross pour pouvoir amener différents types de réponses aux différents types de besoins de nos clients. On a des mélangeurs qui sont basés, sans parler trop de technologie, mais sur des technologies plus FPGA qui sont plus traditionnelles chez nous. On en a d'autres sur du GPU, on en a d'autres dans le cloud. Et en fait, ce qui définit, nous, l'innovation maintenant, c'est que la technique doit être mise au service des opérationnels, de l'ingénierie, pour pouvoir faire évoluer facilement leur workflow. Donc l'idée, c'est que par exemple aujourd'hui chez nous, que ça soit un mélangeur dans le cloud, que ce soit un mélangeur GPU en NDI, que ce soit un mélangeur 2110, 4ME, 8ME ou ainsi de suite, on va avoir la même manière de l'opérer et la même manière de le gérer. Donc toutes les interfaces qui sont mises à disposition des équipes techniques et des équipes opérationnelles sont les mêmes. Aussi bien un panel de mélangeurs qui est exactement le même avec les mêmes fonctionnalités que tout ce qui est gestion des ressources avec un logiciel chez nous qui s'appelle Ross Platform Manager qui va permettre de gérer justement toutes ces ressources et les amener au bon endroit au bon moment. À 8 heures, on a besoin des ressources à un endroit, on les met à cet endroit-là, géographiquement mais aussi en termes de puissance. Et puis après, on a besoin à midi à un autre endroit de ces ressources-là. Ça peut être des ressources de, comme on disait tout à l'heure, NDI ou alors UHD ou alors autre chose.
et donc on les amène à un autre endroit. Donc en fait, il y a un shift, je trouve, en ce moment, entre le fait de dire, effectivement, on veut plus de choses dans une boîte, mais chez Ross, on ne pense pas que la boîte est la réponse. On pense que la réponse est vraiment dans la manière d'opérer. Il faut que ça soit plus facile, même s'il y a plusieurs boîtes, il faut que ça soit plus facile pour l'opérateur, pour l'ingénierie, de pouvoir mettre en avant et de pouvoir faire ses réalisations. Carlos Ferreira, comment justement vous définiriez ces avantages d'une architecture modulaire et quelle est la philosophie de Grass Valley par rapport à ça, qui est aussi très historique dans les mélangeurs? Oui, bon, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Benoît par rapport à l'évolution des mélangeurs. Nous, Grass Valley, c'est la même histoire en gros, hein, on a 65 ans. Les premiers mélangeurs, c'était la GV100 que j'ai connue, qui était en analogique, composite, composante. Un ME, deux keyers, un DSK. Aujourd'hui, on propose des solutions basées sur le keyframe qui permettent d'aller jusqu'à 192 entrées, 98 sorties, 9 ME, 6 keyers par ME. Ça incorpore beaucoup d'autres fonctionnalités qui n'existaient pas à l'époque, les librairies d'images, Clipstore, etc. Et donc, on est sur une évolution qui s'est adaptée aux besoins des clients, aux besoins des formats. Hein, l'analogue, le digital dans les années 90, la HD qui est arrivée aussi, la 4K récemment. Et aujourd'hui, le mélangeur qu'on propose, on va dire le mélangeur monolithique traditionnel, il est très très puissant pour faire des opérations premium, hein, des ouvertures de cérémonies de JO, etc. Donc, ce sont des machines qui restent très puissantes. Mais elles se sont adaptées à l'évolution de la technologie, évidemment. Par contre, la grosse différence, c'est que ce sont des machines traditionnelles, monolithiques, et qui ont leurs limites, Alors que la nouvelle génération de mélangeurs qu'on a introduit, basée sur du software, qui est software defined, elle tourne non plus sur des FPGA ou des SASI, des microprocesseurs programmables et puissants, mais elle tourne sur des serveurs COTS de l'industrie informatique, et elle est basée, le processing est effectué à partir de CPU, GPU, et on peut utiliser des électroniques COTS de l'industrie informatique, on peut utiliser le processing disponible sur le cloud, on peut faire des solutions hybrides. Voilà, c'est beaucoup plus ouvert, ça intègre tous les formats disponibles du marché, que ce soit le 2110, la bande de base, mais aussi les formats de transport, SRT, RTMP, XXI, etc. Donc c'est une évolution, ça permet beaucoup plus d'évolutivité qu'un mélangeur qui reste limité, même si les limites sont énormes, hein, 192 entrées, 98 sorties en 12G, single raster, c'est énorme, ça demande une grosse bande passante. Par contre, ce sont des technologies. En fait, ce qu'on change dans le mélangeur, c'est le moteur. On passe de moteur traditionnel sur du FPGA, avec des développements propriétaires, mais qui restent très puissants, encore une fois. Hein, on continue à développer et à fabriquer des mélangeurs keyframe. Et on a toute une gamme, on va en introduire un nouveau en janvier, février de l'année prochaine. Donc il y a un marché, mais le futur pour nous, ce sont les mélangeurs basés sur du software et qui utilisent du processing et les technologies de l'informatique, qui permettent plus d'évolutivité. Je dis, bon, pour résumer, hein, et laisser un peu d'espace à mes confrères, on a, et c'est mon avis personnel, on a d'un côté des mélangeurs qui sont les mélangeurs du passé et du présent, ces mélangeurs qui ont 65 ans, 50 ans, et qui atteignent leurs limites, mais qui fonctionnent très très bien. Et on a d'un autre côté, avec les nouveaux mélangeurs software defined, software based, des mélangeurs qui sont du présent et du futur. Donc la question c'est, le présent, il va en combien de temps? Ça va dépendre des clients, chaque client est différent, chaque client a une maturité différente en fonction de ses besoins. Chaque client a déjà des équipements en place qu'il a investi en CAPEX. Alors que le modèle software, on est plus sur des modèles beaucoup plus flexibles en investissement, c'est du SaaS. Hein. Donc voilà, c'est voilà par rapport à l'évolution des mélangeurs. Très bien. Christophe, c'est quoi les différences majeures justement entre les mélangeurs dont on vient de parler et un Keros? Est-ce qu'il y a vraiment des différences au sein de l'ADN ou c'est quoi? Alors, oui, il y a des différences, mais effectivement, je pense qu'on est tous dans ce changement, peut-être à des points un petit peu différents, mais le but, il est le même, c'est-à-dire ramener de la flexibilité dans l'opération et
ce qu'on voit un petit peu partout, c'est qu'effectivement le GPU est en train de s'imposer. Donc nous, la solution qu'on propose de Keros, c'est une solution qui est 100% GPU. Ça ne veut pas dire que ça disqualifie complètement les FPGA qui sont plus figées, un petit peu plus anciennes dans la conception, mais nous, on a décidé d'aller directement vers le 100% GPU. Donc ça nous amène une totale flexibilité. C'est vrai que tu parlais de mix effect. Du coup, GPU, ça veut dire qu'on n'a plus de limite dans le nombre de mix effect. L'architecture interne n'est pas prédéterminée. Et donc ça va permettre énormément de choses. Ça permet d'abord de monter très très haut, mais ça permet aussi de descendre relativement bas. C'est-à-dire qu'avec le même mainframe, on va pouvoir faire une seule très grosse émission ou partager. C'est ce qu'on a fait dans les Jeux Olympiques, par exemple, où on avait 3 sports, petits sports, qui étaient gérés avec une seule machine. Donc ça, c'est la première chose, et que c'est vraiment ce GPU qui est j'imagine qu'on sera presque tous d'accord, qui est le futur à plus ou moins long terme. Un autre point qui me semble important, et vous en avez parlé aussi, c'est le transport. Même si je différencie vraiment le côté GPU processing du transport sur IP, qu'on voit se généraliser, 2110, NBI, il y a certains, des tas de différents formats, avec un point qui est quand même hyper important à mon avis, c'est comment est-ce qu'on fait la transition. Nos clients ne vont pas, malheureusement pour nous, mettre à la poubelle tout leur matériel, caméra et ainsi de suite, et le lendemain matin commencer tous en 2110. Ça veut dire qu'on doit amener des solutions de transition. Et un petit truc un peu curieux presque, c'est une de nos nouveautés cette année, c'est de sortir une carte SDI. D'un côté, ça n'a pas de sens en se prétendant au GPU 2110 et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il faut bien qu'on accompagne nos clients. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment les deux points qui sont vraiment importants aujourd'hui dans les mangeurs. C'est comment est-ce qu'on processe plutôt GPU, 100% GPU pour nous. Comment est-ce qu'on transporte avec la transition. Le troisième point super important pour les mélangeurs, mais je pense qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est les surfaces de contrôle. C'est comment on contrôle, comment on partage le contrôle. Mais ceci dit, on en a un tout petit peu aussi parlé. Michel Devolve, vous avez pris quelque chose de plus radical, donc avec une orientation directement dans le cloud. Comment aujourd'hui vous jugez justement cette maturité à la fois du produit et de l'esprit des clients et des broadcasters? OK. Effectivement, on est les plus jeunes parmi nos confrères ici, avec beaucoup de respect avec tout ce que vous avez fait dans le passé au niveau des mélangeurs. Mais effectivement, on est arrivé il y a 5-6 ans environ et on a sauté à l'instant sur les deux éléments, c'est le CPU et les GPU et effectivement 2110. Ouais. Et on a pris ça en conscience et on a regardé la limite qui avait imposée par les choix électroniques dans le passé et la limite technologique. Et effectivement, la flexibilité, c'était quelque chose qui était demandé par mal de clients, je trouvais. Et effectivement, cette nouvelle technologie nous amène plein de flexibilité. Flexibilité, comment organiser le mélangeur, l'adimensionnement et ainsi de suite. Le concept de ME, pour moi, c'est un mélangeur dans un mélangeur. Pour moi, on offre plusieurs mélangeurs et c'est au client de choisir ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. C'est comme vous avez dit, le Software Defined Video Mixer, c'est effectivement ce que les gens aiment bien. Ouais. Et là, dans le dimensionnement, on peut aller de très petit vers très grand. Ouais. Et ça donne des flexibilités énormes aux clients. Les panneaux, je suis entièrement d'accord avec vous. Nous autres, on a pris la décision d'avoir des interfaces dans des browsers, des PC. Effectivement, on supporte aussi des panneaux classiques, mais on s'est orienté directement vers les commandes à partir des PC. Ce qui amène aussi plein d'autres avantages. Ce qui est, grâce au fait qu'on est dans le digital, c'est tout à fait possible à ce moment-là. On a eu des clients qui puissent opérer le mélangeur sur le venue, sur l'événement lui-même, et plus dans une salle à part. Ce qui veut dire que l'opérateur, il est vraiment dans la folie, dans l'environnement, et il peut prendre des meilleurs choix pour sélectionner l'image pour lui. Voilà. Est-ce que ça veut dire aussi, avec cette évolution, je dirais, un peu disruptive,
ça change le modèle économique et vous êtes sur un modèle qui est classique ou vous pouvez être sur de l'abonnement à la demande? Ben, on supporte les deux, en fait. Oui, c'est vraiment à la tête du client, c'est le choix. Il y a des gens qui sont prêts à le faire, du cloud, du subscription model, mais il y en a qui sont aussi bien pour le CAPEX comme avant. Pour moi, ce n'est un modèle économique, c'est un financement, c'est le choix du client pour moi. D'accord. Michael, chez Sony, vous êtes soit entre les deux mondes, soit là aujourd'hui vous êtes sur les deux mondes, c'est-à-dire à la fois des mélangeurs traditionnels et aussi ce qu'on a pu voir sur IBC, une orientation qui serait plus dans le cloud. Comment on vend ça à ses clients aujourd'hui et quel est un peu le discours, la stratégie? Alors effectivement, on navigue un peu entre les deux mondes. On a parlé du cas extrême qui est que software, le côté aussi, l'origine, la genèse du mélangeur qui est le FPGA ou les circuits logiques qu'on pouvait avoir avant. En fait, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, pourquoi on fait face à tous ces changements de technologie? Parce qu'il y a une convergence dans les médias, une convergence des réseaux, des formats de vidéos, et il y a un nouveau modèle économique à créer. Différents types de clients, différents types de médiums de distribution. Et donc forcément, il faut faire évoluer les technologies et les modes opérationnels en fait. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, on s'aperçoit que jusqu'à maintenant, les sociétés de production investissaient dans des mélangeurs monolithiques, mais ils prenaient le plus gros mélangeur pour répondre au plus gros projet de l'année ou qui arrivait tous les 3 ans. Et le reste du temps, dans la semaine, l'équipement était sur étagère, il n'était pas exploité. Donc d'où le fait que la modularité a été introduite. Donc maintenant, plus d'avoir un gros système monolithique, on va le découper en plusieurs modules qu'on va stacker soit à l'horizontale ou à la verticale. Donc en semaine, on va mettre la full puissance en rassemblant tous les équipements, tous les racks, tous les modules. Ou sinon, le week-end, on peut les dispatcher sur plusieurs Obi-Wan par exemple. Donc la modularité, elle est importante. Deuxième point, c'est au niveau de l'architecture. On voit maintenant, on a parlé de GPU, de CPU. Donc nous, ce qu'on a fait le pari intermédiaire de faire une nouvelle machine qui s'appelle le MLX One, qui introduit à la fois le GPU et le CPU, et aussi le FPGA. Le FPGA, pourquoi? Parce que dans le domaine du sport, de l'événementiel, lorsque vous avez cliqué sur un bouton, vous devez avoir une commutation instantanée. Et aujourd'hui, le FPGA reste pour l'instant le processing le plus performant qui existe sur le marché. Pour autant, il est limité puisqu'il peut être très figé, il ne donne pas la flexibilité que le mentionné par rapport au Cairo, etc. Donc du coup, avec le GPU, le fait de combiner le GPU permet de faire plus de choses au niveau graphique, de faire des clip players, alors que par le passé, on devait utiliser des magnétos externes pour pouvoir jouer, faire des replays ou jouer des petits clips pour des illustrations. Maintenant, on peut le faire directement en 4K natif dans le mélangeur, tout simplement en poussant le fichier sur un disque dur SSD. Donc on tire vraiment parti du meilleur de chaque élément pour créer quelque chose d'assez agile et performant. Après, effectivement, il y a la partie software defined, la partie logicielle, donc on peut faire du COTS, donc mettre le mélangeur en format logiciel sur un serveur générique, privé au public. On peut aussi parler du software defined broadcast, donc c'est quelque chose qu'on a montré à l'IBC, donc sur une plateforme Holoscan de NVIDIA ou de Timber de chez Intel, où on va pouvoir en fait envoyer mettre des conteneurs en fait, qu'on appelle des conteneurs Docker par exemple, et on installe un environnement multi-vendeur sur une plateforme software defined. L'idée en fait ultime, le but ultime de tout ça, c'est d'avoir une approche hybride, puisque chacun a besoin d'un niveau de processing précis à un instant donné. Je prends un exemple, un match de l'équipe de France, vous avez le quart du bus de l'équipe de France qui arrive dans le parking, c'est très sombre, mais vous n'allez pas forcément donner la même puissance de calcul à cette image-là. Donc vous allez pouvoir dire, ok, voilà, telle image mérite tel type de processing. Donc là, je peux balancer du processing GPU, CPU, software, cloud. Je peux faire un prémix dans le cloud. Donc selon la valeur de l'image à un instant T, je vais lui allouer le bon type de processing disponible. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment une approche hybride avec le panel qui est important, l'opération, le directeur, le réalisateur, lui, va avoir une même expérience, donc le même panel qui va pouvoir gérer des commutations du cloud, software defined, du COTS ou le hardware low latency qui sera physiquement possible. Donc c'est vraiment ce côté-là, aider les gens à mieux gérer leur plateforme, quel que soit l'environnement en fait. Et est-ce que ce nouveau mélangeur, le MLSX1, on peut aussi l'imaginer comme une unité centrale sur laquelle plusieurs régies, plusieurs contrôle panels peuvent se connecter? Tout à fait. Donc c'est la tendance, effectivement, c'est comme je le disais, on va répartir les différents modules sur différentes salles. On peut très bien le contrôler avec deux panels différents.
on peut créer des clusters. Donc, je peux créer avec le cluster de 5 nodes, je peux très bien dire que je fais 2 mélangeurs séparés ou 3. Donc, je peux vraiment partitionner en fait les ressources. Et le futur, ça va être vraiment de pouvoir exploiter ces ressources-là avec un manager, donc TMA sur le manager, exploiter ces ressources-là selon les besoins, donc avec un petit schéma rapide, avec un petit logiciel, et de pouvoir répartir mes ressources en fonction de mon besoin. Avec juste une description texte, par exemple, dire voilà, je veux telle émission avec tel processing, et là, on va répartir les processings assez rapidement. Donc oui, on peut segmenter les choses de façon logique ou virtuelle. Une intervention? Oui, c'est juste pour ajouter et complémenter un tout petit peu. Ça me fait juste en lien avec ces deux axes dont je parlais, c'est-à-dire processing d'un côté, transport de l'autre. C'est-à-dire que processing, c'est quelle est la complexité, quelle est la puissance dont on a besoin. Et effectivement, là, il y a besoin de modularité, de partage, de choses comme ça. Et l'autre, c'est sur les entrées. Et un des gros avantages du 2110 qui est en train d'arriver, c'est qu'on n'a plus cette notion qu'on avait auparavant, c'est-à-dire qu'un gros mélangeur, c'était forcément plein d'entrées, plein de ME. Aujourd'hui, on peut avoir un mélangeur qui a plein d'entrées, enfin, en gros, un très gros switch qui va permettre d'avoir énormément de sources, typiquement un gros match de foot, des choses comme ça. Mais sur un foot, le processing, il n'est pas énorme. En fait. On n'a pas besoin d'énormément de processing. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce découplage qu'on est en train de voir. C'est-à-dire d'un côté le processing, de l'autre les entrées-sorties qui sont plus obligatoirement liées. Avec des solutions techniquement un peu différentes suivant les marques. Mais je pense qu'on est un peu tous dans cette même direction. Un peu à la carte, en fait, je dirais. C'est vraiment à la carte selon la philosophie de l'événement. On peut essayer de maximiser les ressources le mieux possible. C'est vraiment ça, et d'avoir une approche hybride. Et le transport qui est aussi pour le remote prod. Okay. Benoît, justement, on vient de parler là d'arrivée, enfin qui n'est pas qu'une arrivée, ça fait déjà un petit moment, du ST2110. Comment les mélangeurs justement s'adaptent à ces nouveaux formats de diffusion et de production? En fait, je pense que c'est ce qu'on a dit aussi, il faut décorréler la partie GPU, CPU, FPGA, la partie transport. Le transport, c'est du transport du 2110, du SDI, du NDI, du SRT. Entre guillemets, on en fait tous. On va pas dire que c'est simple pour certains formats, mais en tout cas, ça peut être fait. Je pense que, et c'est là où peut-être on a une différence dans l'approche avec certaines personnes ici, c'est que nous, par exemple, un mélangeur sur du GPU, ça fait on va dire 2 ans qu'on l'a sorti sur AWS, peut-être un peu plus de 2 ans maintenant. On voit les retours des clients qui ont d'autres problématiques. Au niveau du transport, quand on est sur AWS, on n'est pas en 2110. Donc déjà, il faut aussi comprendre que si on veut vraiment du 2110, si on veut garder de l'UHD, on parlait du UHD tout à l'heure et autres, le cloud n'est pas forcément la bonne solution. Donc on peut avoir directement des passerelles en SRT, en NDI ou autre pour atteindre des ressources supplémentaires. Et c'est un peu ce que tu disais là tout à l'heure, les ressources supplémentaires peuvent être ajoutées à une réalisation ou un besoin de base. Et je pense que c'est complètement décorrélé. On peut avoir une très bonne, entre guillemets, une très bonne base qui soit GPU, FPGA ou n'importe quoi, et après ramener des ressources qui soient dans avec une autre mentalité. Nous, notre idée, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'effectivement, pour les gros événements, on garde du FPGA parce qu'aujourd'hui, c'est non seulement la ressource qui est la plus rapide et on est vraiment à la base de la base du microprocesseur, mais aussi en termes de RSE. Surtout en France, on a un énorme besoin de RSE et on voit ça apparaître aussi dans les appels d'offres. Si on prend du GPU, nous, les retours qu'on a fait avec tous nos produits GPU, ou COTS, le Carbonate Code qui a été sorti aussi il n'y a pas très longtemps, en est un exemple, les retours sont que, effectivement, c'est des besoins d'appoint qui sont très très bons aujourd'hui, mais en termes de besoins ou de coût versus performance, ça va arriver, mais aujourd'hui, de notre point de vue, en tout cas, on n'y est pas encore. C'est pour ça qu'on a différents piliers de notre côté, en disant, oui, effectivement, le GPU est très bien pour certaines applications, certains besoins, le FPGA est très bien pour certaines applications et certains besoins, et pourquoi pas mettre des ressources supplémentaires au-dessus d'autres ressources. Et après, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le panel et autres. Ok. Je sentais poindre quelques différences. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Autrement, on serait tous dans la même société et ça ne marcherait pas. Carlos? Merci.
Est-ce que tu peux, toi, ton point de vue et peut-être aussi parler justement de la nouvelle gamme Maverick D'accord. de Bass Valley? La nouvelle gamme Maverick, elle fait partie de la plateforme AMP, dont vous avez probablement déjà entendu parler. C'est une plateforme qu'on a introduite en 2020. C'est un operating system qui permet d'avoir plus de 200 applications qui vont de l'acquisition à la diffusion, en passant par le processing jusqu'à la diffusion. Et il y a également des applications de live production, donc des mélangeurs. Dans les mélangeurs, la dernière application, c'est le Maverick X. C'est un mélangeur software defined, donc il peut tourner sur des codes serveurs on-premises, comme un mélangeur traditionnel, si ce n'est qu'on utilise des GPU et des CPU. Il peut utiliser des data centers privés ou du cloud public. Moi, je pense que cette versatilité au niveau de l'utilisation de là où on va processer le signal en utilisant le cloud, c'est vraiment le futur. Parce qu'aujourd'hui, le cloud, ça veut tout et rien dire, mais pour moi, la définition du cloud, c'est simplement des serveurs de processing et de stockage qui ne vous appartiennent pas. Mais les capacités disponibles sur le cloud vont monter en puissance. Aujourd'hui, toutes les industries, l'armement, les secteurs de la santé, les secteurs de la défense, les secteurs bancaires utilisent le cloud tous les jours, tout ce qui est back-office. Il n'y a aucune raison pour que le cloud ne puisse pas supporter les besoins de processing vidéo et de production live. Donc ça, c'est le futur. Ça a une évolution très rapide, accélérée, et on pense que c'est un moyen de supporter une base client. On parlait de la flexibilité. Évidemment, un mélangeur, aujourd'hui, les clients achètent un mélangeur en CAPEX, c'est une boîte avec des entrées-sorties, et ils l'achètent en fonction des besoins maximum dont ils auront besoin. Et le résultat, c'est qu'on voit qu'ils l'utilisent à 10%, à 10% de l'utilisation du mélangeur, c'est à 100% des capacités, des fonctionnalités des mélangeurs, pendant 10% du temps. Et on va dire 80 à 90% du temps, ils utilisent 10% de la capacité du mélangeur. C'est-à-dire qu'on a investi dans un gros mélangeur et on s'en sert à 10% de ses capacités. Ce n'est pas un bon investissement. C'est un investissement que les chaînes, que les sociétés de production, les Obivan essentiellement, ne peuvent plus se permettre aujourd'hui. Ne peuvent plus se permettre avec le contexte économique de l'industrie des médias et des broadcasters qui en fait ont moins de revenus. Et ne peuvent plus investir des millions dans une nouvelle unité mobile qu'ils utiliseront très peu. Donc la flexibilité du software, elle est là. On a parlé de l'agilité, c'est un point très très important. Le cloud le permet, le software le permet. C'est-à-dire quand on va monter un studio aujourd'hui ou une régie, on va la monter beaucoup plus rapidement si on a une solution basée sur le Maverick, à partir de AMP par exemple. On va avoir tous les outils pour monter une régie et un studio en moins d'une semaine. Cette dernière année, on a monté des dizaines de régies en 2 semaines pour des clients qui font du premium, du premium, du tier 2, du tier 3, des productions de haut niveau. Hier, on a monté le Satis. Vous pouvez nous visiter sur le stand A05 au dock à côté, où on a monté le mélangeur qui tourne sur AMP et le Maverick en 2 heures. Et il tourne sur AWS. Donc voilà, ça vous permet d'aller plus rapidement sur le marché et d'implémenter des solutions beaucoup plus rapidement. En général, un hobby ou un studio, ça prend 6 mois entre les délais de livraison, etc. On a parlé de la flexibilité déjà, que vous n'aurez jamais sur un mélangeur traditionnel monolithique. On a parlé de l'évolutivité. Les clients, en traditionnel, ils étaient obligés de changer de mélangeur tous les 6-7 ans. Voilà, on a le nouveau format qui arrive, on a les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et le client, pour être à jour et pour proposer les nouvelles fonctionnalités, il est obligé de remplacer le bloc mélangeur. Il est obligé de remplacer son infrastructure pour passer du HD à la 4K, etc. Donc, en software, ce ne sera plus le cas. On est sur des débits aujourd'hui. Nos mélangeurs, ils rentrent en 100 gigs. Ils ont des ports d'entrée 100 gigs. Il y aura du 400 gigs bientôt, du 600 gigs, 800 gigs. Vous pouvez passer des flux 4K, 8K avec sans limite en réalité. On a parlé des interfaces de contrôle. Aujourd'hui, nous, on propose toutes les interfaces. Vous voulez travailler sur un mélangeur Maverick avec des pupitres de télécommande qui étaient utilisés par le Kauna, les Maverick, pupitre mécanique avec des T-bars, des boutons, parce que les opérateurs ont besoin de ça, ils ne savent pas passer en touchscreen. Eh bien, on peut fournir ça, mais vous n'êtes pas obligé d'aller avec le Maverick. Vous pouvez utiliser d'autres pupitres de télécommande.
Scaro, Detestein. Et ce qu'on est en train, et ça, je ne pense pas qu'on aura de modèles ou de users qui utiliseront ça. On va pouvoir utiliser des glaces de chez Apple, les Apple Vision, et l'opérateur pourra faire ses commutations à partir d'un monde complètement virtuel. Et là, je parle, ça c'est pour la prochaine génération d'opérateurs. C'est les nouveaux qui ont fait du gaming et qui sont chez eux et qui font des tournois de gaming et qui sont habitués à ces interfaces d'utilisateurs. Je ne parle pas des opérateurs qui sont sur le marché depuis 30 ans. L'intelligence artificielle, dernier point. L'intelligence artificielle sur un mélangeur traditionnel en bande de base en FPGA, ça va être difficile à implémenter. Sur une solution software defined, vous aurez la possibilité de faire du versionning à volonté, c'est-à-dire un programme. On ne va plus sortir du mélangeur le programme main et le clean feed et le main programme qui va alimenter les chaînes de télévision avec leur audimat qui a tendance à baisser. On va alimenter l'ensemble, et c'est ce que recherchent les acteurs de l'industrie, les chaînes de télévision ou les sociétés de production. C'est-à-dire que je n'alimente plus la chaîne de télévision avec le format noble, mais vous allez alimenter toutes les plateformes qui existent. Parce qu'on a accès à tous les formats en entrée et en sortie sur les mélangeurs software. Et donc vous allez alimenter tous les segments de marché. Et vous allez pouvoir adresser plus de segments de marché. Vous allez pouvoir faire du versionning pour les OTT, l'OTT, pour les plateformes de streaming, pour Facebook, pour les réseaux sociaux, etc. Et là, vous ouvrez votre contenu que vous avez créé, vous pouvez le monétiser sur ces plateformes. Ça, le software le permet. Il permettra de vous faire, allez, on fait une production avec un journaliste qui parle en français. Vous allez pouvoir sortir, et ça, ce sera l'intelligence artificielle qui va être ajoutée sur la production live, et ça, vous ne pouvez pas le faire encore une fois avec un mélangeur traditionnel. Vous allez pouvoir sortir cette version française avec le présentateur qui parle français sur toutes les langues que vous voulez. Traduction automatique, intelligence artificielle ou générative. Et vous allez même pouvoir aller jusqu'à faire du morphing sur son expression labiale pour qu'il parle, comme s'il parlait japonais, anglais, américain, etc. Donc ça va arriver, ça va arriver. C'est pour ça qu'en début, en introduction, je vous disais qu'on a les mélangeurs qu'on continue à fabriquer, le hardware, etc., qui sont passés présents, et on a les nouvelles solutions, les nouvelles plateformes sur AMP, très important, qui vont vous passer, ce sont les mélangeurs du futur. Et dernier point important, excusez-moi. Aujourd'hui, si vous faites du développement sur du CPU, GPU, faites-le en utilisant une architecture de développement microservice. C'est-à-dire, microservice, ça veut dire cloud natif. C'est-à-dire qu'elle peut tourner sur des serveurs que vous allez acheter chez Dell, elle peut tourner sur des data centers privés, et sur vos data centers privés ou virtualisés, elle peut également tourner sur le cloud. Et le cloud sera utile quand vous aurez des pics d'activité où vous avez besoin de plus de ME, plus de sorties, vous avez besoin de 20 ME, 1000 entrées dans le mélange, 200 sorties, vous pouvez les faire utiliser. Et on revient sur l'environnement hybride. Rien n'empêche d'avoir un environnement hybride. Donc, équipement chez le client pour remplir les bases fonctionnelles qui utilisent 24 sur 24. Mais quand il y a une finale de Coupe du Monde, plus d'un milliard de téléspectateurs, etc., vous pouvez monter sur le cloud et utiliser le processing de n'importe quel cloud provider. AWS, Google, Microsoft Azure, etc. Excusez-moi. Merci. Oui. Alors, Comment que ça va? oui. C'est le stand A05. Non, je voulais juste mettre un petit bémol peut-être sur le cloud. Pas dans le sens du cloud dans 10 ans, mais si on parle de aujourd'hui, dans un an, pour moi, je vois deux quand même points sur le cloud. C'est lesquels? Pas à négliger. Un, c'est le coût. Et deux, c'est la latence. Et les deux font que, oui, c'est le futur long terme. Est-ce qu'aujourd'hui, on y est tout à fait? Là-dessus, je mettrai une petite question. Est-ce que je peux répondre? Sur le coup. Si je peux donner mon... Ouais. Je pense que c'est très important, effectivement, de valider le fait qu'on avance, qu'il y a des innovations qui sont assez probantes sur AWS, puisqu'ils ont du GPU natif de NVIDIA. Ce sont les seuls qui ont, je dirais, du processing hardware, en fait, et pas que logiciel. Je pense que c'est important pour le temps réel, parce que n'oublions pas, le temps réel, on fait de l'événementiel.
faut qualifier un peu le besoin de chaque client. Chaque client, peut-être, il y a des clients qui seront à l'aise avec du 4 frames de latence, mais d'autres qui seront, comme nous, chez Sony, c'est une ligne, en fait, de latence au niveau FPGA. Donc, le cloud, c'est bien de l'encenser, de dire que ça existe, c'est bien, on avance. Par contre, je pense qu'à l'IBC, il faut le noter, ils ont parlé plutôt de cloud enabled. Le cloud n'est pas une fin en soi, c'est juste un data center qui est public ou privé, qui est quelque part dans un building. Le mot important, c'est le cloud enabled. C'est d'être déjà familier avec le logiciel, de faire en sorte que votre développement hardware soit portable sur du logiciel. Parce qu'en gros, on parle de 2110, il faut parler du transport, parce que déjà, il faut vous familiariser déjà avec la sécurité du 2110. On parle de SRT dans le cloud, il y a pas mal de failles de sécurité, donc il faut être à l'aise avec les bonnes pratiques de design pour la sécurité, pour la scalabilité, pour le transport du 2110, compressé, non compressé. Et donc je pense que ces problématiques-là sont d'abord, il faut se familiariser avec ces problématiques-là, former les opérateurs, les ingénieurs, avant de parler de cloud. Donc je pense qu'il y a une étape intermédiaire dans la démarche hybride, c'est de dire je fais beaucoup plus de virtualisation de logiciels, je suis à l'aise au niveau de la sécurité, transport des flux. Et ensuite, si mon business model le permet, je vais pouvoir aborder le cloud public. Mais il y a aussi le cloud privé qui est un gros data center. Donc je pense vraiment qu'il faut vraiment y aller crescendo parce qu'il y a le coût aussi qui revient et ça peut être bien de starter une machine AWS en 5 minutes pour faire un game, un jeu de 1 heure, 2 heures. C'est complémentaire. Mais n'oublions pas qu'il y a le coût. Lancer une instance sur AWS, ça peut prendre jusqu'à 60 secondes. Là où mon mélangeur, s'il redémarre, il doit prendre maximum 1 minute à redémarrer. Voilà. Donc c'est vraiment ce juste milieu à trouver. Et je pense qu'il faut y aller progressivement et former les gens en fait. Là, j'ai trouvé, il y a du débat. Alors allons-y, Carlos. Je commence par répondre par rapport au multi-cloud. Le multi-cloud, en fait, c'est vrai qu'AWS est plus avancé pour fournir des solutions sur le média. Ils sont plus avancés que les autres, d'accord ? C'est le fournisseur de cloud préféré des chaînes de télévision. Mais on travaille avec Azure sur certains clients parce qu'ils ont corporate, ils ont décidé que c'est Alibaba, ça peut être IBM Cloud. On a des clients qui travaillent sur un fournisseur de cloud OVH français. Donc, multi-cloud. Et c'est intéressant. À l'avenir, il faudra peut-être avoir pour des questions de résilience et de redondance, utiliser des différents providers de cloud qui vous permettront d'avoir une sécurité. Si AWS s'éteint un jour, vous avez Azure qui peut continuer à faire tourner votre système. Donc, on est agnostic cloud. À partir du moment où vous êtes microservice développé, vous êtes agnostic cloud. Je reviens sur les deux questions, le coût et effectivement la bande passante et la latence. Je pense que ça va s'améliorer. C'est vrai qu'il y a des limites liées à ça, à la connectivité, évidemment. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement du coût ? Alors, des chiffres, des euros, oui, on peut avoir des coûts. L'avantage des solutions software comparé à une solution hardware traditionnelle dédiée, c'est que vous êtes capable de mesurer à l'heure combien vous coûte une heure de production. Oui, une heure de production d'un événement multicaméra. Parce qu'il y a des outils de monitoring et de flux qui vous permettent de dire, et ça c'est ce que recherchent les télévisions, c'est ce que recherchent les CFO, les financiers, savoir combien me coûte un programme, savoir s'il est rentable par rapport aux annonceurs que l'on a. Et le cloud le permet, pas le cloud, le software. Et c'est pareil pour le software as a service du cloud. Vous savez combien vous allez payer, c'est beaucoup plus précis qu'un mélangeur traditionnel que vous avez acheté et qui est là, et qui est utilisé. Personne ne sait vous dire combien il a coûté par production. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi des questions d'ingress, c'est-à-dire quand on descend du cloud vers il y a un coût, mais pas AWS pratique ses coûts, mais pas d'autres fournisseurs. Il y a énormément de solutions et ces problèmes, aujourd'hui avec l'expérience qu'on a, de clients qui ont utilisé nos solutions on-premises, en cloud, en data center privé, ils ont réussi à faire des baisses de coûts de 40% à 60% de leurs d'économies sur les productions. C'est clair, c'est net, c'est démontré. Ce sont des grands noms de l'industrie, ça va de Sky, Canal+, NDP, enfin, on a énormément de clients qui ont réussi et à produire beaucoup plus de contenu. Donc c'est tout bénef le mélangeur basé sur du software. La transition est importante. Ça veut dire beaucoup d'éducation, beaucoup de formation. Il y a de la résistance de la part surtout
des équipes techniques dans les chaînes. Parce qu'évidemment, quand vous passez de traditionnel, je touche l'équipement, c'est pas dématérialisé, j'ai un contrôle sur lui, je peux aller changer une alimentation, c'est plus le cas quand on est en software. On est dans un monde complètement différent. C'est un changement de paradigme. C'est le plus difficile, c'est la partie technique. Aujourd'hui, par rapport aux chaînes de télévision, on voit que c'est là où est le frein. Les opérateurs, pas de problème, ils passent sur le cloud, ou sur les options, pardon, pas le cloud, sur les options software defined. Les producteurs sont contents, les CFO, les financiers sont contents, les créatifs sont contents. Ça leur ouvre beaucoup plus de possibilités. Les seuls points bloquants ou résistants, c'est la technique qui ne maîtrise pas ces solutions comme ils maîtrisaient la vidéo bande de base, qu'ils savent faire depuis 30 ans. Justement, Michel, comment vous les convainquez au niveau de la technique? Est-ce qu'ils ont besoin d'être convaincus pour adapter les solutions? Et qu'est-ce qui plaît le plus la dimension de pouvoir avoir une espèce de couteau suisse, même si vous êtes belge, ou le coût, voilà, qu'est-ce qui fait basculer? Oui. Bon, premièrement, j'ai entendu plein d'arguments qui sont tout à fait, je suis entièrement d'accord. Quand je regarde à nos clients, comme chaque nouvelle technologie, il y a quand même un freinage, il y a des early adopters qui sautent et qui vont bien le faire. On voit les deux. Les early adopters, ces gens-là, ceux qui ont pris notre solution, ils sont extrêmement heureux et je crois que c'est la même chose avec la nouvelle technologie chez vous autres. Il y a les gens qui sont un peu plus réticentes et c'est surtout aussi l'IP qui vient dedans et qui ont un peu peur de tout ça. Mais je crois qu'ils vont passer aussi parce que les avantages, à mon avis, sont énormes comparés aux technologies du précédent. J'ai quelques remarques encore sur ce qu'on a discuté. Premièrement, l'élément financier, que c'est plus facile pour calculer le coût d'une production. Je suis entièrement d'accord, mais ce n'est pas non seulement dû au cloud. Ça, on peut le faire aussi sur le prem et tout. C'est la technologie qui nous l'amène qu'on ne l'a fait pas avant. Ce n'est pas dû 100% au cloud. L'autre élément que je veux aussi rajouter, qu'on a discuté aujourd'hui, le partage de ressources. Et le partage de ressources, nous autres, on a fait un système qui donne aussi plein d'autres fonctionnalités, comme le ralenti, comme le play-out, comme des multiviews et ainsi de suite. Effectivement, ces ressources, on peut les employer aussi, non seulement pour des mélangeurs, mais aussi pour d'autres fonctionnalités, qui amènent le fait que vos investissements dans les ressources, dans les PC et tout ça, et les GPU, sont à disposition à plein d'autres éléments pour s'adapter dans la production. Ça veut dire, je l'élargis un petit peu quand même, non seulement aux mélangeurs, mais à plein d'autres fonctionnalités qu'on a besoin dans une chaîne de production live. Il y en a? Oui. Alors, donc, un point aussi à prendre en considération, c'est la remote prod. Au niveau de la gestion des ressources, on peut imaginer par exemple une chaîne nationale qui a plusieurs entités, plusieurs bureaux en France par exemple. Auparavant, chaque bureau avait un mélangeur, donc il devait jauger un petit peu la taille du mélangeur par rapport aux besoins locaux. Mais dans ce qu'on peut imaginer, c'est un mélangeur qui est modulaire, qui est dans un data center privé. Donc j'ai un data center à Paris, j'ai une redondance, et en gros, chaque entité régionale peut directement avoir accès à la ressource de mélangeur à distance. Donc je peux faire un magazine, je ne sais pas, à Marseille ou à Lyon, mais en utilisant des ressources 2110 sur un réseau national, avec un pupitre local dans chaque région, mais ma ressource est décentralisée. Donc c'est aussi un avantage, une innovation qui est beaucoup plus importante quand même que du cloud. Ça, c'est une complémentarité. S'il vous faut par exemple plus de ressources à un instant T pour un événement inédit et que vous n'avez pas cette ressource, là effectivement il faut vous dire tiens, soit je relance la ressource logicielle qui est du code sur un serveur générique, ou soit je vais faire appel à de la ressource qui est dans le cloud. Mais ça devient vraiment un add-on, une complémentarité, mais à l'instant T, là, le besoin ultime pour les clients, je pense, c'est vraiment de mieux utiliser leurs ressources physiques, data center, décentralisé avec des panels virtuels ou physiques, pour être plus agile et produire beaucoup plus avec le moindre effort en fait. Donc c'est un point qui est vraiment important à maîtriser avec le 2110 et l'orchestration du réseau compression non compressée. Ça a été abordé tout à l'heure par Carlos Ferreira sur la dimension utilisateur, formation. Comment vous voyez ça? Est-ce que ces nouveaux outils vont être facilement appréhendés par aujourd'hui ceux qui les utilisent,
ou ça veut dire qu'on est obligé de les former longtemps et aussi en termes d'interface utilisateur, est-ce que vous voyez des évolutions? Est-ce que la prochaine génération, là c'est ce qui je dirais un peu caché, mais la manière d'utiliser, sans aller peut-être jusqu'à des Apple Vision, comment vous voyez Alors, ces je pense que évolutions? le contact avec le client est important. Donc, toujours parler avec tout ce qui est effet visuel, donc les vision engineers, les réalisateurs pour comprendre leurs besoins. Malgré la technologie, on se rend compte qu'au niveau de production, le réalisateur n'a pas changé radicalement sa façon de produire. Produire un film ou un match de foot, ça reste pareil, c'est la même méthode. Simplement, lorsqu'on discute avec eux, on se rend compte que, quelle que soit la technologie, le changement, il faut que la gestion des panels, le toucher, la logique soit la même. Donc, il y a une couche d'abstraction à mettre en place pour que l'utilisateur n'ait pas en fait, l'impression d'être dépaysé. D'une part, deuxièmement, au niveau du logiciel, effectivement, on sait que l'architecture a changé. Chez Sony, on mélange les deux, le meilleur des deux mondes, le GPU et le FPGA. Donc la gestion des ressources a changé. Donc forcément, il y aura un tout petit temps d'adaptation, puisque c'est plus comme avant, on n'avait que le FPGA, maintenant on a les players de vidéos, etc. Donc il y aura un temps de formation qui est minimal, en fait, pour pouvoir les aider à mieux comprendre la logique du système et comment mieux opérer en fait les différentes ressources. Après, le 2110, c'est transparent, puisque c'est simplement une interface. Ça ne change pas grand-chose dans l'équation, en fait. Benoît, un peu la même question. Et aussi sur les usages, on voit qu'il y a des... Tu évoquais tout à l'heure qu'on pouvait avoir différents produits pour différents usages. Il y a un sujet qui est intéressant, qui est l'e-sport. On va l'aborder, durant ces journées. Comment ces produits peuvent être utilisables dans le domaine du e-sport, qui fait un peu le mélange des deux mondes entre l'événementiel et le broadcast? Oui, alors le e-sport, c'est intéressant parce que justement, ils ont une manière un peu différente du broadcast traditionnel de travailler. Là, sur le Satis, nous, on a monté un setup avec Visual Impact et CVS. On a des fibres entre les trois stands. On a Visual Impact qui a un Carbonite Code, donc vraiment un mélangeur software sur du COTS. On a CVS, je vous invite à y aller aussi, qui a mis un setup e-sport complet dessus, où là, on a une Ultrix Carbonite, justement en 5994, qui est aussi des choses intéressantes à voir, parce que l'e-sport est différent en termes de framerate que les autres. Et ça, encore une fois, pour moi, en tout cas pour nous, chez Ross, c'est pas une question de GPU, FPGA et autres. On en parle beaucoup de ça, mais de toute façon, tous les mélangeurs sur du FPGA ont tous un CPU quelque part, rien que pour l'interface graphique. Donc de toute façon, l'AI dont on parlait et ainsi de suite, c'est du software. Donc tous les mélangeurs, même si on est basés sur du FPGA, ont une grosse partie de software. Nous, on montrait à l'IBC là, cette année un mélangeur Carbonite, donc ce qui est, on va dire, traditionnel, le monde traditionnel FPGA, qui était complètement géré à la voix par l'AI. Donc c'est deux choses qui sont complètement, pour moi, différentes à voir. Et le réalisateur disait, oui, alors mets-moi la caméra 1 en preview, mets-moi la caméra 2, tu la mets à l'antenne, tu me fais un 2 boîtes, tu me fais un 3 boîtes, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui sont... Et comme tu disais, c'est les manières, alors un peu ésotériques, on va dire, pour l'instant, de manager les mélangeurs. On va voir où ça va aller avec un Vision Pro, avec la voix, avec ce genre de choses. Mais c'est des choses qui sont intéressantes pour voir jusqu'où on peut aller, et l'e-sport est aussi là-dessus. L'idée, encore une fois, c'est que on va pouvoir, avec les mêmes produits, en tout cas chez nous, c'est notre idée, pouvoir adresser du e-sport, du broadcast, pouvoir faire parler tout ça ensemble. On a des fibres, on a du 2110 entre notre stand et le stand de CVS qui fait en 5994. Il nous renvoie du NDI et on renvoie du NDI de l'autre côté. Donc c'est encore une fois, et 2 sur 3 sont basés sur du FPGA et le dernier est basé sur du GPU. Donc c'est en fait quel est le besoin du client? C'est ce qu'on disait, c'est le client, il a besoin d'avoir la versatilité. À un moment donné, il a besoin de faire une prod premium et à un moment, il a besoin de faire une prod, un stand-up avec un seul ME, avec quelques quais. Et c'est nous, notre travail, en tant que fabricant de mélangeurs ou des prochains produits qu'on appellera autrement peut-être demain, de pouvoir donner cette possibilité. Et le côté panel, contrôle, est, je pense, complètement décorrélé de la partie processeur, mélangeur et autres. Chez Ross, on a aussi un outil qui s'appelle Overdrive, qui permet de contrôler aussi les autres produits dans la régie et d'avoir un peu un super panel en disant, ben oui,
au final, on n'a pas besoin d'avoir tout dans la même boîte, parce que la même boîte, que ça soit FPGA, GPU, CPU, il y a toujours une limite, au final. Après, il y a des manières de lier ces boîtes-là ensemble, mais il y a toujours une limite. Et l'important, encore une fois, et nous, c'est ce qu'on croit chez ROS, c'est que l'opérateur au milieu doit facilement pouvoir retrouver son émission de 15 heures avec ses 2 ME, ses 3 ME, ses K et ainsi de suite, son émission de 18 heures avec notre Netflix, et en même temps, oui, il y a un stand-up qui se fait, on prend des ressources et on les amène là-bas. Donc c'est le contrôle pour nous qui est vraiment important. On a des produits chez ROS qui sont basés sur du GPU, sur du CPU, du FPGA, pas que dans les mélangeurs. On a 400 personnes en R&D, une personne sur 3 chez ROS est à la R&D, un peu plus. On utilise les bonnes ressources, les bonnes technologies par rapport aux besoins du client. Et encore une fois, un stand-up GPU très bien, un match de foot, 4 ME ou 8 ME ou dans un stade, parce que nous on est beaucoup dans les stades aussi, on reste de notre côté en tout cas en FPGA. Christophe, et après on laisse la parole à la salle s'il y a des questions. Oui, bien sûr. Non, c'était un tout petit point sur je pense qu'il est important de faire la différence entre cloud et software defined. Ce sont deux choses qui sont malgré tout différentes, même si à peu près tout ce qui est dans le cloud, c'est du software defined, c'est différent. Le cloud, il y a le problème de coût de transport. Il faut transporter du 2110 vers du cloud, ça coûte une fortune aujourd'hui. Donc, c'est un point, vraiment faire la différence entre les deux, au point que nous, on a mis en stand-by notre projet cloud. On avait 90 personnes au Japon qui bossaient dessus, on leur a dit, on y va doucement parce qu'aujourd'hui, le business model, l'économie de faire des... Tu vas sans doute me dire l'inverse, mais l'économie aujourd'hui fait que on peut pas, on n'a pas la réponse aujourd'hui pour ça. On verra dans un an, on verra dans 5 ans. Et la partie contrôle, je suis absolument d'accord, c'est extrêmement important. Et on a un tout petit peu parlé, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de broadcast, mais il y a toute la partie événements, e-sport et tout ça. Et un des avantages, je vais un peu défendre le GPU qui est mon ami, un des avantages du GPU, c'est de se dire, par exemple, on a en e-sport, il y a des écrans qui sont absolument dans tous les sens. Parce qu'on est software defined et parce qu'on a du GPU, on peut très facilement adapter, créer des nouvelles fonctionnalités vers des formats qui sont un petit peu dans tous les sens. Donc, je pense quand même si je ne dis pas que le FPGA est complètement mort, mais je pense quand même que l'avenir est au GPU et au software defined qui permet indirectement du contrôle un petit peu plus facile et des fonctionnalités nouvelles qui se développent. L'expérience qu'on a, c'est que les nouvelles fonctionnalités avec du GPU arrivent beaucoup plus vite. Et ils arrivent beaucoup plus vite, elles partent aussi des fois plus vite parce que les GPU sont plus... on va dire, on doit remplacer plus souvent les GPU que des FPGA. Nous, on a... Tu veux pas évoluer ? On a... On va voir s'il y a des questions dans la salle. Par rapport à ça, c'est le live. On reviendra après sur... Dans le live, là-dessus, c'est pour répondre de ton point de vue, effectivement, le GPU, pour faire un mur d'image, c'est très bien. Le problème que tu vas avoir, c'est souvent le live, le nombre d'input live que tu peux avoir et le délai que tu peux avoir. Et c'est là où tu peux avoir des fois, encore une fois, un mix des deux. Il n'y a pas une techno. Le mieux, c'est de tout faire sur les deux. Attendez, est-ce qu'on a des questions dans le public ? Après, on continue sinon le combat de MMA ici. Alors. Parlez fort parce que je ne sais pas si ils entendront, mais sinon je vais transmettre. Alors, j'ai pas du tout entendu parler en ce qui concerne les mélangeurs de solutions, alors qui sont peut-être plus modestes. Solutions VMix, TriCaster, pour des studios peut-être plus petits. Je voudrais avoir votre avis en fait sur ces deux solutions, si vous les connaissez. Voilà, merci. Je ne sais pas si ce sont les mieux placés, mais c'était la question équivalente à VMix, c'est ça ? Voilà, qu'est-ce que vous pensez des solutions plus légères, VMix et TriCaster ? Je pense pas que vous allez les défendre. Pour nous, chez Sony, l'alternative, en fait, c'est vraiment l'approche software defined. Donc, vous avez un serveur générique que vous achetez. Et donc, on a sorti le logiciel qui s'appelle M2LX, qui est un mélangeur logiciel, en fait, qui permet d'être contrôlé par des interfaces audio et interfaces physiques aussi. Et voilà, donc c'est une alternative qui est software, qui est moins puissante qu'une plateforme GPU, qui est plus modeste, mais qui permet de faire des productions assez agiles. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on a comme alternative, avec vraiment des interfaces physiques,
puisqu'on se rend compte que les utilisateurs n'aiment pas forcément avoir que du virtuel. Ils aiment bien aussi avoir des contrôles surface audio et vidéo pour avoir un sentiment de live en fait. À nous, chez Ross, on a une solution qui est à peu près comparable à ce genre de choses, qui s'appelle Graphite. Et dans le Graphite, en fait, c'est un mélangeur avec du graphisme, avec du serveur, avec une console audio. En fait, tout est dans une même boîte qu'on a chez nous. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est la manière de contrôler. Et donc, que ça soit cette solution-là chez nous, qui est plus effectivement en phase d'un TriCaster, ou alors un mélangeur qui a 4ME, UHD, enfin voilà, des gros mélangeurs dont on parlait tout à l'heure, on va avoir la même manière de contrôler le matériel. Ce qui permet aussi à nos clients d'évoluer aussi en fonction de leurs besoins et en fonction de où ils en sont en développement. Et les opérateurs, ils peuvent très bien faire une prod, encore une fois, sur du graphite et puis après sur de l'Acuity chez nous qui est le gros mélangeur. Vite fait. Ouais, moi je pense que VMix, ce sont des solutions très économiques en fait, intéressantes donc pour les marchés institutionnels et professionnels, pas pour les broadcasters. Il y a toujours des limites qui ne pourront pas fournir l'agilité, la flexibilité, la pérennité de la solution. Il y aura toujours des limites par rapport aux solutions. En tout cas, nous on propose sur la plateforme HUMB définitivement. Après, tu voulais rajouter un Oui, un moi, élément, juste un Christophe tout petit élément. Les deux sont basés sur du GPU. Et ça fait partie des choses intéressantes qui, malgré tout, montrent un petit peu que le futur va dans cette direction-là, à mon humble avis. Une dernière pour la route, un peu sur... c'est vrai qu'on était quand même... Là, on a parlé du présent et un peu du futur. Donc, très rapidement, chacun d'entre vous, quelques secondes, voilà, on refait un peu une vision à 2-3 ans, comment vous voyez l'évolution des mélangeurs et de leur utilisation. Je pense qu'à 2-3 ans, les mots-clés du mélangeur, c'est les snapshots, les presets, les salvos. Ces mots-clés-là, ils sont assez anciens. Les protocoles qui sont utilisés sont assez anciens. C'est de mettre tout ça dans un environnement hybride, IP, et de voir comment on réinvente en fait l'organisation des ressources et les workflows. Donc je pense que d'ici 5 ans, le cloud ne va rien révolutionner. Au contraire, on aura une meilleure maîtrise du côté hybride et chacun pourra vraiment utiliser sa ressource comme bon il le semble en fonction de l'importance de l'image qu'il veut diffuser. Donc les GPU, tout ce qu'on a cité, voilà. Très bien. Chez Ross, tout dans les 2-3 ans au niveau opérationnel, on va dire, parce que c'est ça qui est important au final, c'est comment est-ce qu'on opère et à quelle vitesse on peut sortir une image, surtout quand on est sur du live. On ne voit pas énormément de changements dans la manière de faire, ça n'a pas changé ces 10-15 dernières années grosso modo. La manière de faire, c'est en tout cas donner plus de possibilités aux réalisateurs, aux truquistes et aux personnes vraiment dans la régie pour pouvoir avoir plus d'options à un moment donné. Et donc moi vraiment opérationnel, la seule évolution qu'on voit, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est les AI. Pouvoir avec les AI donner ou proposer déjà aux réalisateurs, aux truquistes ou à d'autres des options qui sont liées à peut-être ce qu'ils ont déjà fait il y a 1 semaine, 2 semaines et ainsi de suite. Pour leur dire, ok, vous avez fait ça il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pourquoi pas reprendre ce même plan qui a déjà été fait. Voilà, donc c'est la seule manière, je verrais moi pour la partie opérationnelle. La partie technique, encore une fois, on arrive sur des pools de ressources de plus en plus. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La différence là-dessus, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, avec quel cœur, avec quel moteur. Ça, c'est une différence qui nous sépare, mais voilà. Mais autrement, le côté opérationnel, pour moi, en tout cas, est là-dessus avec les personnes, la formation et les AI. Alors moi, je vois beaucoup de changements dans les 2-3 ans parce que ça va très très vite aujourd'hui. L'accélération technologique, elle est rapide. Quand on a introduit AMP en 2020, juste au moment du Covid, ils regardaient tous les clients, tous à 95%, nous regardaient comme ça avec des gros yeux. On se trompait. Mauvaise stratégie d'aller vers la transition software. On est en 2024, 4 ans après. Nous, on a investi 300 millions de dollars sur la plateforme AMP. Et le Maverick, la partie mélangeur, c'est une petite pièce de la plateforme AMP. On nous regardait avec des gros yeux il y a 4 ans. Aujourd'hui, IBC, NAB, tout le monde est en train de faire la même chose qu'on a fait, la même transition. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. C'est une courbe d'apprentissage qui est longue. C'est une transformation culturelle de la société en tant que fabricant. Et on voit qu'aujourd'hui, les clients sont en train de transformer leur chaîne de télévision.
les sociétés d'Obivan, de production, sont en train de se transformer en mettant des centres de production remote pour produire plus d'événements, plus de contenu, différencier, le monétiser et gagner de l'argent, finalement. C'est l'intérêt des sociétés privées. Et on a fait le bon choix. Et aujourd'hui, on a 2 à 3 ans d'avance par rapport à toute la concurrence dans ce domaine-là. J'ai vraiment pas peur de le dire parce que c'est la réalité. On offre des plateformes vraiment très très avancées et on a fait le bon choix. Donc dans 2 ans, on verra où on en est. Aujourd'hui, les clients qui sont passés sur Amp, aujourd'hui les clients qui sont passés sur nos solutions, ils ne reviendront pas en arrière. Ils ne repartiront pas sur du traditionnel. Ils ont fait ça pendant 2 ans à l'antenne et ils ont fait des grosses économies de coûts, d'investissement et ils ont produit. On a un client en France, je peux vous donner le nom si vous. Il a commencé en 2022 avec notre solution. Il produisait 10-15% de leur programme sport, premium en France. Aujourd'hui, toute la production de la chaîne est faite sur Amp. 45 à 50% des produits finis sont faits sur notre plateforme. Ils ne reviennent plus en arrière. Sky ne reviendra plus en arrière. Paramount ne reviendra plus. On a beaucoup de sociétés aux US. C'est terminé. Le passage est fait et ils vont avancer dans ce sens-là. Donc ça va très vite. Christophe, rapidement. Oui, très très vite, les 3 petits points là sur le transport IP. Je pense que transition, mais on va vers les IP en général. Processing, GPU, mon ami le GPU, parce que c'est quelque chose qui permet, on s'en moque du GPU en tant que tel, c'est juste la flexibilité et ce que ça permet. Et la partie contrôle, entièrement d'accord sur l'importance du contrôle. Et moi, il y a quelque chose que je vois arriver, c'est ce que j'appelle semi-automation, c'est-à-dire entre les automations qui contrôlent tout et le pur manuel, avoir quelque chose entre les deux qui permettent de lancer des petites séquences. On n'est pas les seuls, mais on travaille beaucoup dessus. On n'a pas beaucoup sur le marché aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose qui va énormément arriver dans les mélangeurs. Et Michel. Mais vous avez demandé mon avis sur le futur. Qu'est-ce que ça va amener pour moi? Nous autres, tous les fabricants, ils veulent faire une seule chose, c'est supporter les créatifs pour qu'ils puissent faire les plus beaux programmes pour les spectateurs. Je crois le fait de passer sur GPU, sur les microservices et tout ça, je suis persuadé qu'on va les aider à faire des plus belles et des mieux programmes. Et je crois que c'est ça le résumé pour moi de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Oui. Très bien. Donc on va pas faire comme Patrick Bruel, c'est pas dans 10 ans, mais c'est dans 2 ans. On se redonne rendez-vous dans 2 ans. On fera un point sur ce qui marche moins. En tout cas, on peut les applaudir. Merci à vous et bonne continuation dans votre journée. Merci.